Un mystérieux voyageur fendant les ténèbres cosmiques. Il avait disparu derrière le Soleil, et le voilà de retour. Cet objet interstellaire est connu sous le nom de 3 Atlas. Il est de retour, mais quelque chose a changé, sa luminosité augmente anormalement. 29 octobre 2025. Alors que la majeure partie du monde poursuivait ses activités quotidiennes, les télescopes disséminés sur toute la planète étaient tous pointés vers le même point du ciel. Un visiteur venu des confins de notre système solaire s'apprêtait à atteindre son point le plus proche du Soleil. Mais ce qui se produisit ensuite laissa les scientifiques perplexes. Non pas qu'il ait explosé, ni qu'il ait disparu, mais parce qu'il se mit à briller plus intensément que ne l'avaient prédit les modèles. 72 heures plus tard, les Nations Unies ont pris une décision sans précédent dans l'histoire de l'exploration spatiale. Elles ont activé les protocoles de défense planétaire contre un objet interstellaire. Permettez-moi de vous expliquer ce qui se passe réellement, car la vérité est bien plus complexe que ce que laissent entendre les gros titres. Lorsque les astronomes ont observé 3I Atlas lors de son passage au plus près du Soleil, leurs instruments ont enregistré un phénomène totalement inattendu. L'augmentation de luminosité n'a pas suivi le schéma prévu. Au contraire, elle a brusquement grimpé, 2 fois plus vite que les semaines précédentes, comme l'ont rapporté Tang Zhang de l'Observatoire LOL et Carl Baum du Laboratoire de recherche navale. C'est pourquoi ce fait est si important. Il ne s'agit pas d'un simple bloc de glace venu des confins du système solaire. Ce corps céleste aurait pu voyager à travers la galaxie pendant 7 à 12 milliards d'années, soit 3 fois l'âge de la Terre. Il existait avant même la naissance de notre Soleil. Imaginez ce que cela implique, chaque étoile traversée, chaque champ de rayonnement, chaque interaction gravitationnelle au fil des époques cosmiques, et pourtant, malgré tout, il a survécu. À présent, arrivé jusqu'ici, son comportement reste inexplicable. L'analyse spectrale révèle la raison de l'intérêt croissant de la communauté scientifique. La lumière provenant de 3 Atlas. Il ne s'agit pas seulement de ce qui est réfléchi par le Soleil. L'objet libère activement des composés carbonés et des molécules d'eau, à un rythme 40 fois plus rapide qu'il y a un mois, comme si quelqu'un avait soudainement ouvert un robinet cosmique. Mais cette image pose problème, les comètes ne fonctionnent pas comme des robinets. Elles n'ont pas d'interrupteur. Elles se réchauffent progressivement en s'approchant du Soleil et se refroidissent graduellement en s'en éloignant. Des courbes régulières, un comportement prévisible. Ce n'est pas le cas ici. Les observatoires spatiaux capables de surveiller les objets proches du Soleil, tels que SOHO, Stereo et GO 1N, ont capturé des images lors du passage au plus près de la comète. Et ce qu'ils ont enregistré continue d'émerveiller les chercheurs. La forme de l'objet est allongée, sa lueur est évidente. Mais où est la poussière? Les comètes produisent de la poussière, et c'est précisément celle-ci qui diffuse la lumière du Soleil et génère les spectaculaires que nous observons depuis des siècles. 3I Atlas. Cependant, les observations sont peu concluantes. Certains chercheurs émettent l'hypothèse que, lors des premières phases de l'approche, le dioxyde de carbone aurait formé une sorte de bouclier protecteur, puisqu'il se sublime à des températures inférieures à celles de la glace d'eau. Ceci aurait engendré un refroidissement de la surface. Puis, à proximité du périhélie, cette couche se serait dissoute, exposant la glace sous-jacente à la chaleur directe du Soleil. Résultat, une augmentation soudaine de la luminosité. Une explication cohérente avec la physique connue, certes, mais qui présuppose une structure interne très particulière, une composition stratifiée jamais observée auparavant dans les comètes de notre système solaire. Et cela soulève des questions sur le lieu et le mode de formation de cet objet. Le télescope spatial James Webb l'avait déjà observé. 3I Atlas en août précédent. Bien avant ces événements, un nouveau mystère a émergé grâce à ces instruments, capables d'analyser les signatures moléculaires avec une extrême précision. La surface de l'objet apparaît profondément altérée par le rayonnement, mais pas par le rayonnement solaire. Il s'agit du rayonnement cosmique, des particules de très haute énergie issues des explosions de supernovas à travers la galaxie. Ces particules, au cours de milliards d'années, ont frappé 3I Atlas, pénétrant profondément et modifiant sa structure moléculaire. Selon Romain Maggiolo, qui a dirigé l'analyse à l'Institut Royal d'Astronomie Spatiale de Belgique, les modèles informatiques indiquent que ce rayonnement a généré une croûte de 15 à 20 mètres d'épaisseur. Cette surface ne représente plus l'apparence originale de l'objet, mais le résultat d'un lent processus de transformation. Cela signifie que lorsque nous observons le spectre de 3I Atlas, nous n'observons pas de matière vierge provenant d'un autre système stellaire, mais une croûte modifiée, une sorte d'armure formée au cours de son voyage millénaire à travers l'espace interstellaire. Et c'est là le nœud du problème. Les scientifiques espéraient que ces visiteurs interstellaires nous offriraient des échantillons purs d'autres environnements stellaires, une fenêtre directe sur la formation des planètes autour d'autres étoiles. Mais si l'hypothèse de Maggiolo est correcte, ce que nous étudions n'est pas la matière originelle, mais plutôt ce que le temps et les radiations ont laissé derrière eux, à moins que nous ne découvrions ce qui se cache sous cette croûte. À moins que la chaleur solaire lors du périhélie n'ait suffisamment érodé cette couche protectrice pour exposer le matériau d'origine. C'est précisément ce que les observatoires surveillent actuellement. Les données recueillies au cours des prochains jours pourraient révéler si cela s'est effectivement produit. Mais c'est là que l'histoire prend un tournant méconnu.
le 21 octobre, 8 jours avant le périhélie, Réseau international d'alerte aux astéroïdes a publié une annonce officielle dans une circulaire de la Centre planétaire Mineral Organisation a annoncé le lancement d'une campagne d'observation coordonnée dédiée à Axangraph 3 et Atlas, prévue entre le 27 novembre et le 27 janvier 2026. L'IWN organise régulièrement des exercices, 8 depuis 2017, soit environ un par an, afin d'améliorer la coopération internationale en matière de surveillance des corps célestes potentiellement dangereux, tels que les astéroïdes susceptibles d'entrer en collision avec un astéroïde ou les objets géocroiseurs nécessitant un suivi précis. Cependant, elle n'a jamais ciblé d'objets interstellaires. Du moins, jusqu'à présent. C'est une première dans l'histoire de l'organisation. Pourquoi ? L'explication officielle est d'ordre technique. Les comètes sont beaucoup plus difficiles à mesurer que les astéroïdes, car leur coma et leur queue rendent difficile la localisation précise de leur noyau. C'est pourquoi l'IWN souhaite utiliser 3 et Atlas à Axangraph titre d'étude de cas, c'est l'occasion de tester de nouvelles techniques d'observation. Un raisonnement scientifique valable et parfaitement logique. Mais 3 semaines avant cette annonce, le professeur Avi Loeb de l'université Harvard avait soumis aux Nations Unies un rapport de recherche, coécrit avec les chercheurs Omar Eldi et Gershon Tenenbaum. Dans ce rapport, les auteurs formulaient une recommandation claire: la communauté internationale devait coordonner l'observation des objets interstellaires, en assurant une couverture mondiale et un partage exhaustif des données. La raison ? Ces corps célestes pourraient représenter un risque pour l'humanité s'ils étaient porteurs de technologies d'origine extraterrestre. JE ne dit pas que l'IWN a réagi parce qu'elle pense que 3 et Atlas il est peu probable que ce soit artificiel. Mais la chronologie est intéressante, document remis le 30 septembre, activation annoncée le 21 octobre, première cible interstellaire jamais choisie. Difficile de croire à une simple coïncidence. Et entre-temps, d'autres opérations sont en cours, mais peu suivies. La sonde JUICE de l'Agence spatiale européenne, explorateur des lunes glacées de Jupiter, observe actuellement 3 et Atlas. Et la mission, en route vers les lunes glacées de Jupiter, bénéficie actuellement d'une perspective unique, début novembre 2025. Elle est positionnée pour observer la comète immédiatement après son passage au périhélie, précisément au moment de son activité maximale. La fenêtre d'observation a débuté le 2 novembre et restera active jusqu'au 25 novembre. JUSL utilise une combinaison d'instruments, des caméras optiques, des spectromètres infrarouges, des détecteurs d'ondes submillimétriques et des capteurs de particules. Grâce à son angle d'observation privilégié, elle recueille des données impossibles à obtenir depuis des télescopes terrestres. Le 4 novembre, la sonde atteindra son point le plus proche de l'objet, à environ 64 millions de kilomètres. Cette portée est suffisamment courte pour distinguer les détails structurels, mesurer les niveaux d'activité avec une extrême précision et détecter des phénomènes invisibles depuis la Terre. Cependant, elle présente une limitation importante. JUSL est si proche du Soleil qu'elle doit utiliser son antenne principale comme bouclier thermique. Cela réduit considérablement sa capacité de transmission de données. Toutes les informations recueillies durant cette période d'observation ne seront renvoyées sur Terre qu'en février 2026, soit dans environ 3 mois. Il nous faut donc patienter. Attendre pour découvrir ce qu'elle a réellement observé. JUICE durant la période d'observation la plus cruciale que nous aurons jamais de cet objet. En attendant, un test est en préparation. Une expérience qui déterminera comment nous interpréterons tout ce qui suivra. Le 29 octobre, le radiotélescope réseau millimétrique d'Atacama G enregistrait quelque chose de surprenant. 3 et Atlas. L'objet ne se situait pas exactement là où les calculs gravitationnels le prédisaient. L'écart était mesurable, 4 secondes d'arc en ascension droite. Une valeur faible, mais réelle, documentée et confirmée par de multiples sources indépendantes. Ceci indique la présence d'une force d'accélération supplémentaire, qui n'est pas uniquement due à la gravité du Soleil. Des forces non gravitationnelles agissent sur l'objet. Le Jet Propulsion Laboratory et l'ingénieur en navigation de la NASA, David Ferninois, a calculé 2 composantes principales de cette accélération, une radiale, dirigée vers l'extérieur du Soleil, et une transversale, perpendiculaire à la direction radiale. Toutes 2 sont mesurables, mais nécessitent une explication. L'explication la plus plausible est le dégazage. Lorsque la glace se sublime en gaz, ce dernier se dilate et exerce une force sur la surface, générant une force égale et opposée, à l'instar d'un moteur fusée naturel alimenté uniquement par la chaleur solaire. Le professeur Loeb a analysé les données. Si le dégazage explique l'accélération observée, et si l'on suppose des vitesses de gaz compatibles avec les températures estimées, alors 3 et Atlas aurait perdu environ un 16e de sa masse totale lors de son passage au périhélie, soit l'équivalent de 5,5 milliards de tonnes de matière éjectée dans l'espace en quelques semaines. Une quantité colossale qui, si elle est réelle, devrait laisser des traces évidentes, un immense nuage de gaz lumineux en expansion, détectable par spectroscopie et visible sur les images. C'est là le test crucial. À partir de la mi-novembre, lorsque 3 et Atlas dès qu'il réapparaîtra après avoir émergé de l'éclat solaire et sera visible depuis la Terre, les astronomes commenceront à rechercher ce nuage de gaz.
le 19 décembre, lorsque l'objet atteindra son point le plus proche de notre planète, à environ 267 millions de kilomètres, des centaines de télescopes seront pointés vers lui, prêts à capter le moindre signal susceptible d'éclaircir enfin ce qui se passe. Réellement, point observatoire professionnel, télescopes spatiaux tels que Hubble et Webb et même les astronomes amateurs équipés d'instruments sophistiqués, tous convergeront vers le même objectif, la recherche du nuage de gaz. S'il existe réellement, si les observations confirment la présence d'un nuage gigantesque contenant des milliards de tonnes de matière éjectée, alors l'hypothèse naturelle restera valable. 3 et Atlas, il s'agirait d'une comète anormale par sa composition, extrême par son comportement, mais néanmoins explicable par la physique connue appliquée à un corps provenant d'un autre système stellaire. Mais que se passerait-il si ce n'était pas le cas? Si les observations de décembre ne révèlent pas le nuage de gaz prédit, nous serions confrontés à un problème sérieux, car l'accélération est réelle, documentée et mesurée. Et si elle n'était pas due à un dégazage, que se passerait-il alors? L'Hubble l'a clairement indiqué. Si aucun nuage de gaz n'est observé, la variation non gravitationnelle enregistrée près du périhélie pourrait être considérée comme un signal technologique, une possible signature de propulsion contrôlée. Il ne s'agit pas de science-fiction, mais de science expérimentale. C'est la méthode scientifique appliquée à un phénomène extraordinaire. Nous avons une prédiction. Le dégazage naturel devrait produire un nuage visible. Les observations de décembre confirmeront ou infirmeront cette prédiction. En fonction des résultats, les scientifiques mettront à jour leurs hypothèses. Il existe également un précédent historique important. Le premier objet interstellaire jamais observé, Oumuamua, a également montré une accélération anormale lorsqu'elle a quitté notre système solaire en 2017. Les recherches approfondies du télescope Spitzer n'ont trouvé ni gaz ni poussière, rien qui indique une activité de sublimation. C'est pourquoi certains chercheurs ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une sorte de voile lumineuse, fine et réfléchissante, propulsée par la pression du rayonnement solaire. Et la plupart des membres de la communauté scientifique ont rejeté cette idée, arguant qu'il devait y avoir une forme de dégazage indétectable par Spitzer, peut-être en raison de glaces exotiques n'émettant pas aux longueurs d'onde observées. Il est toujours plus facile d'imaginer une chimie naturelle inhabituelle que d'accepter l'hypothèse d'une origine artificielle. Mais nous sommes maintenant confrontés à un cas similaire avec 3 et Atlas. L'accélération non gravitationnelle est un test direct pour en vérifier la cause. Si le nuage n'apparaît pas, les questions laissées par Oumuamua reviendront plus fort que jamais, cette fois-ci appuyées par de meilleurs outils et des données plus précises. Par ailleurs, demain, le 3 novembre, 3 et Atlas L passera à environ 97 millions de kilomètres de Vénus. À l'échelle planétaire, cette distance est considérable, mais Vénus présente un intérêt particulier. Son ionosphère a récemment subi des éjections de masse coronale du Soleil, provoquant des flux de particules chargées et des perturbations magnétiques qui ont rendu l'environnement électromagnétique particulièrement actif. Certains chercheurs, comme le géophysicien Stephen Burns, spécialiste des phénomènes électromagnétiques et de la météorologie spatiale, ont émis l'hypothèse que cette rencontre pourrait apporter des informations précieuses. S'il y avait une interaction électromagnétique entre le plasma de la comète et l'atmosphère perturbée de Vénus, nous pourrions détecter des effets sur la trajectoire ou l'activité de l'objet. C'est peu probable, la distance est probablement trop grande pour qu'une influence significative se produise, mais cela vaut la peine d'être observé. Et puis, il y a une date qui a suscité beaucoup d'attention, le 9 janvier 2026. Ce jour-là, la géométrie du système solaire créera un alignement inhabituel. Mars, Vénus, Mercure, le Soleil, la Terre, Jupiter et 3 et Atlas seront disposés en ligne pointant vers la constellation du Sagittaire, dans la même direction que celle d'où provenait l'objet, vers la région du noyau galactique. C'est alors qu'il comprit le prix de son choix. Et la cage d'escalier s'était effondrée, des débris bloquaient toutes les issues et la tour oscillait dangereusement, le laissant piéger 4 étages au-dessus du sol. Dans le silence qui suivit, il comprit pleinement ce qu'il avait fait. Il avait assuré la sécurité de 148 personnes qu'il ne connaîtrait jamais. Mais il avait mis sa propre vie en danger. Malgré tout, il n'a pas perdu son calme. Des témoins ont déclaré qu'il a continué à chercher une issue, avec lucidité et courage, jusqu'au dernier moment possible. Ce jeune homme, seul dans une tour qui s'effondrait, est devenu la frontière invisible entre la vie et la mort pour ceux qui se trouvaient à bord du vol 62231. Mais la question demeurait, qu'adviendrait-il d'Antonius Gunawang lorsque la tour succomberait finalement à la puissance du tremblement de terre? Lorsque le signal de l'avion disparut enfin de l'écran, Antonius se retourna et constata la réalité. Il n'y avait aucune issue. Les escaliers étaient réduits en ruines, les portes scellées par des blocs de béton, et chaque secousse faisait vibrer la tour comme un navire dans la tempête. Il avait fait son devoir, mais le prix à payer était l'isolement, suspendu au-dessus d'un monde en ruine. Là-bas, l'écho des sirènes et des cris se mêlait au grondement de la terre, tandis que le ciel au-dessus de Palu restait un témoin silencieux d'un acte de pur courage. À l'intérieur de la tour, il ne restait plus que de la poussière, des éclats de verre et le bruit assourdissant du béton qui craque. Les équipes de secours tentaient désespérément de le rejoindre. Certains ouvriers ont tenté d'escalader les vestiges du bâtiment,
mais les secousses constantes rendaient chaque pas mortel. Toutes les quelques minutes, une nouvelle secousse les obligeait à battre en retraite, mais personne n'abandonnait. Ils étaient déterminés à ne pas abandonner ce jeune contrôleur. Après des heures d'efforts, ils ont finalement réussi à le retrouver et à le sortir des décombres. Son corps était broyé, son uniforme déchiré, du sang s'accumulait sous lui, mais il respirait encore. Et elle était vivant, de justesse. Et la mission a changé, il ne s'agissait plus de l'extraire, mais de le maintenir en vie suffisamment longtemps pour qu'il puisse atteindre un hôpital. Aux urgences les plus proches, les médecins étaient confrontés à une situation d'urgence sans précédent. Des centaines de victimes du tremblement de terre remplissaient les couloirs, beaucoup souffrant de fractures ou de profondes blessures. Mais l'état d'Antonius était de loin le plus grave. Et elle souffrait d'une hémorragie interne qu'il était impossible d'arrêter avec les moyens limités dont on disposait. Ses poumons étaient endommagés et son corps présentait des signes de traumatisme généralisé. Le personnel a tout mis en œuvre, utilisant toutes les ressources disponibles pour le stabiliser, pendant qu'un transfert par hélicoptère vers un établissement mieux équipé était organisé. Et elle devait simplement tenir bon. Les minutes se transformaient en heures, et chaque respiration devenait un combat. Les infirmières pressaient les plaies, les médecins vérifiaient le pouls de plus en plus faible, sachant que le temps pressait. Lorsque la nuit est tombée sur Palu, l'hélicoptère n'était toujours pas arrivé. Les routes détruites, les lignes de communication coupées et le chaos du tsunami ont rendu toute opération de secours impossible. Ainsi, le jeune homme qui avait tenu bon pour protéger 148 inconnus ne put être sauvé. Quelques heures après son acte de courage, Antonius Gunawan Aung mourut sur un lit d'hôpital, loin de la tour mais portant encore le poids de son sacrifice. Des témoins ont déclaré que ces derniers instants n'ont pas été marqués par la peur, mais par un calme profond, presque conscient. Même souffrant, il semblait comprendre la valeur de ce qu'il avait accompli. Ce contrôleur qui a refusé d'abandonner son devoir à tout donner pour la sécurité des autres. Son histoire ne s'est pas arrêtée à la survie, mais à quelque chose de plus grand, un héritage de courage et de dévouement destiné à perdurer. Le plus souvent, cette prudence instinctive est justifiée. Le rasoir d'Occam suggère que l'explication la plus simple est généralement la bonne. Un comportement anormal d'une comète est plus probable que l'existence d'une sonde artificielle. Des processus naturels modifiés sont plus plausibles que des technologies artificielles. Cependant, plus probable ne signifie pas certain. Et lorsque la possibilité de comprendre si nous sommes véritablement seuls dans la galaxie, si des civilisations technologiques ont déjà exploré les confins de notre voisinage cosmique, ou si une intelligence extraterrestre existe, alors nous devons être méticuleux. Nous devons tester toutes les hypothèses possibles et examiner les données sans présumer de la réponse. Décembre nous offrira une expérience concluante. Si le nuage de gaz est visible, nous aurons confirmation. Dans le cas contraire, il nous faudra approfondir nos recherches. Quoi qu'il en soit, nous en tirerons un enseignement essentiel. 3 Yatlasel provient d'un lieu lointain, au-delà de notre système solaire. Elle a voyagé pendant des milliards d'années et est parvenue à notre époque précisément au moment où l'humanité dispose de la technologie nécessaire pour l'observer en détail. Et aujourd'hui, son comportement remet en question nos modèles. Cela exige une enquête approfondie, une coopération internationale, voire l'activation des protocoles de défense planétaire des Nations Unies, ne serait-ce que parce que le seul risque est de remettre en cause nos certitudes sur l'univers. Dans 50 jours, nous en saurons plus. Dans 90, encore plus. Et en février, quand juste une fois ces données transmises, nous disposerons de l'image la plus complète jamais réalisée par l'humanité d'un objet interstellaire. Un moment qui pourrait redéfinir non seulement la science, mais aussi notre perception même du cosmos. Observez ce qui se passera en décembre. C'est à ce moment-là que se déroulera le test décisif concernant le nuage de gaz. C'est à ce moment-là que nous découvrirons si les processus naturels suffisent à tout expliquer, ou s'il nous faudra élargir notre réflexion. C'est à ce moment-là que 3 Yatlasel se révélera pour ce qu'elle est vraiment, soit une comète errante que les scientifiques étudieront pendant des années, soit quelque chose capable de nous faire reconsidérer ce que nous pensions savoir sur les objets qui voyagent dans l'espace interstellaire. Le visiteur est arrivé. Les observations ont commencé. Les expériences sont prêtes. Et dans les mois à venir, nous découvrirons enfin ce qu'est réellement ce mystérieux voyageur venu d'au-delà des étoiles.